Bonjour tout le monde et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission qui défend les intérêts des personnes âgées. Au sommaire cette semaine, après les élections, quelles seront les actions du gouvernement fédéral en faveur des aînés? Comment protéger les piétons? La ville de Québec est un modèle pour les personnes de notre âge. Et une entrevue avec un historien de l'humour, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on rigole au Québec. Daniel Bélan est de retour cette semaine. Bonjour. Daniel, comment allez-vous? Ah, ça va bien, heureuse d'être de retour, de vous voir et de voir l'auditoire aussi. Nous aussi, on est heureux de vous accueillir. Oh, c'est réciproque, c'est bien. Dominique Delmas, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous et à toutes, ça va bien? Oui, vous avez voté? J'ai voté en anticipation, comme et ça. Vous avez maintenant des commentaires sur les résultats, on vous écoute. Ah oui, bon, c'est... Oh oui, ben, je constate encore aujourd'hui que c'est le Québec qui mène le Canada, malgré tout, parce que si les libéraux sont élus, c'est parce que le Québec est fort et parce qu'on a détrôné les conservateurs et les Québécois qui auraient dû voter pour le Bloc ont voté pour les libéraux. Alors, c'est un peu un retour à la case départ, parce que c'est le 4e mandat de nos amis libéraux, quand même. Et les résultats, finalement, au bout du compte, c'est quoi? Un changement de chef, un nouveau chef, et les libéraux ont encore eu le Québec pour se faire élire. Alors, Canada est toujours divisé, les libéraux augmentent leur siège au Québec. Le Bloc et le NPD ont fondu, ce qui a permis aux libéraux de passer, et Poilievre, il a mangé la poussière dans son comté, avec Monsieur Tsing, c'est l'homme qui a le nid de guêpe sur la tête, là, ils vont se chercher des jobs, parce que ils en ont plus. Alors, c'est quand même un vote quand même pas historique, parce qu'on dit que tout est historique aujourd'hui, mais c'est la première fois depuis longtemps que les conservateurs ont un aussi grand nombre de votes. Un assez grand couvert. Oui, les sondages ne prédisaient pas ça, là. Non. Non, c'est une bonne performance. Alors, le Bloc québécois est affaibli, mais il a encore une certaine influence sur le pouvoir, donc il pourra appuyer sur Monsieur McCartney, Monsieur Carney. C'est pas Monsieur McCartney, c'est Monsieur Carney, pour des décisions envers le Québec. Alors, ce qui est surprenant, je pense que vous l'avez constaté vous aussi, c'est qu'à aucun moment dans la campagne, on a parlé des aînés. C'est vrai. Pas souvent. Moi, j'en ai pas entendu parler. Je trouve que les élections, c'est bien pour les gens qui restent dans les CHSLD et les maisons de retraite, parce que là, ils ont de la visite. Les députés ou les futurs députés ou les apprentis députés vont les voir. Alors ça leur fait de la visite quand même, et c'est le seul moment où les députés ou les futurs députés vont voir les vieux et parlent des vieux. Alors c'est ce que j'ai constaté moi dans ces élections-là. D'accord, et vous? Ben justement, Dominique et moi, on a une conversation par rapport à ça. Il dit, ben tu pourrais parler de ce que la politique parle pour les aînés. J'ai dit, j'ai rien entendu. Dominique, il dit, moi non plus. Là, c'est ça, le problème, c'est ça. On n'a rien entendu par rapport aux aînés. Ouais, ben, moi, je déplore qu'on n'ait pas assez parlé de logement, surtout pour les aînés, le logement. Il y a des gens qui sont dans la rue, en itinérance. Ah, c'est tellement triste. Et parce que, bon, il n'y en a plus de loyers abordables. Alors, qu'est-ce que va faire le nouveau gouvernement? On le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, il va falloir surveiller l'action de très près. Il faudra être vigilant aussi à cause des promesses mirabolantes de baisser les impôts, résorber le déficit en même temps et d'investir en plus en même temps à les services sociaux. Ça ne tient pas debout. L'équation ne balance pas. Ben, c'est des magiciens, Alain. Ouais. Vous n'avez pas compris ça. Ben, les tours de passe-passe, on va ouvrir l'œil et le bon. Okay? On va avoir beaucoup de spectacles. Puis je déplore beaucoup aussi que notre voisin turbulent ait pris presque toute la place. Hein? L'élection s'est transformée en un concours de qui est le chef le plus fort pour répliquer à Donald Trump. Celui-ci, Donald Trump veut annexer le Canada? Il peut changer d'idée demain matin, voyons donc. Il menace de nous affaiblir économiquement pour nous conquérir en plus. Dites-moi, qui réussit à faire des affaires en attaquant ses clients? Non, ça ne durera pas. Revenons-en un peu de Trump.
Je dis pas qu'il faut pas s'en préoccuper. Je crois qu'on devrait davantage agir sur nos autres problèmes. Déficit financier, risque de récession, logement, santé, processus électoral qui devrait être plus équitable, et ainsi de suite. Alors, c'est à suivre. On verra. Daniel, oui. Vous aussi, vous avez voté. Bien sûr. Vous aussi, vous avez vos impressions. Absolument. On les écoute. Oui, OK. Alors, je vais faire un genre de petit résumé de politique Canada-États-Unis. Alors, pour résumer, après 36 jours, 5 semaines, on peut dire que c'était vraiment une campagne atypique, à bien des égards. Premièrement, il y a eu le départ de M. Trudeau. Après ça, il y a eu l'arrivée de M. Carney, qui n'était pas connu par la population canadienne et qui n'avait pas d'expérience politique en plus de ça. Alors, finalement, M. Carney a sauvé la barque libérale. Alors, entre autres, dès le début, il est allé en Europe pour trouver des alliés contre les tarifs de Trump. Puis, à mon avis, c'était vraiment très judicieux de sa part qu'il aille de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, finalement, il y a 28 millions de Canadiens qui ont été appelés aux urnes. Pour le vote d'anticipation, on a eu des records de 25% de la population ont voté avant la journée des élections. C'est quand même spécial. Alors, c'est 7 millions de Canadiens qui ont voté par anticipation. C'est quand même beaucoup. Selon les spécialistes, c'était une campagne de peur. C'était à savoir quel chef politique serait le plus fort pour négocier avec Trump contre les tarifs. Faire retenir, les sondages ont été particulièrement stables pendant la campagne. Puis finalement, les Canadiens ont donné un gouvernement minoritaire à M. Carney. Mais lors de son discours, lundi soir, il a lancé un appel à l'unité. Ça, j'ai trouvé ça bien. Alors, dans son caucus libéral, on connaît des gens qu'on connaît déjà. Là. On peut retrouver M. Leblanc, Mme Mélanie Joly et M. Champagne. Alors, il va être bien entouré. Et tous ces gens-là ont gagné, évidemment, dans leur comté. Alors, M. Carney a bien su tourner la page par rapport au gouvernement Trudeau. Il a su aller de l'avant avec les problématiques de l'instant, c'est-à-dire la lutte contre les tarifs de Trump. Et selon les spécialistes, si on parle de M. Lelièvre, pendant la campagne, il s'est trop acharné sur la politique de Trudeau. Mais Trudeau, il n'était plus au pouvoir. Alors, on a vu finalement M. Poilievre qui a perdu dans son comté, en Ontario. Finalement, c'était une lutte binaire entre Carney et Lelièvre. On n'avait pas vu ça depuis 1958. Ça faisait quand même longtemps. Alors, c'est quand même spécial que les élections arrivent en même temps que le 100e jour d'entrée au pouvoir de Trump. Alors, Trump, il est supposé de fêter ça, mais je sais pas pourquoi, là. Il va s'auto-tarifer. Ben, c'est ça. Évidemment, Trump, il a fallu qu'il mette son petit grain de sable sur notre télévision pour nous redire qu'il voulait qu'on soit le 51e État des États-Unis. Il a écrit à un moment donné un genre de texte, là, c'est bon à faire un petit résumé de ça. Il a dit « Élisez l'homme qui aura la sagesse de réduire vos impôts de moitié, d'augmenter votre puissance militaire gratuitement au plus haut niveau mondial, de quadrupler la taille de vos entreprises dans le secteur de l'automobile, de l'acier, l'aluminium et de l'énergie sans tarif ni taxe. » Je suis presque essoufflé de dire ça comme ça. Là. Oh, c'est essoufflant. C'était époustouflant même. Époustouflant. Donc, finalement, là, je parle de la politique canadienne et américaine, mais finalement, Trump a bousculé la planète entière avec ses tarifs, avec le Canada, la Chine, le Japon, le Mexique, l'Europe. Il a bousculé la bourse au plus haut point. Tu sais, c'était vraiment étourdissant. Mais qu'est-ce qu'il lui reste comme ami? Comme ami, ben justement, là, il y a eu des compagnies qui ont fait des sondages par rapport à l'appréciation des Américains envers Trump. C'est pas joli. Sa cote de popularité chez le public est de 40%. Là, Trump, il doit pas être content de savoir ça. Alors, puis c'est quand même assez rare que pour un président en début de mandat, il y ait une cote si basse que ça, 40%, là. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, je termine en disant que par rapport à la soirée d'hier, on va donner un journaliste à demander à M. Carney, c'est quoi son premier geste à titre de premier ministre du Canada? M. Carney a répondu, j'ai dit, je vais aller célébrer, puis je vais aller danser. Mais je savais pas qu'il dansait. Mais avec un gouvernement minoritaire, vous allez voir qu'il est capable de louvoyer.
Ah oui! C'est pas facile. Puis en terminant, quand M. Carney a monté sur scène pour la victoire, j'ai aimé la première phrase qu'il a dit, ou plutôt la première question. M. Carney a demandé à son adjoint qui est prêt à travailler à se battre pour le Canada. Alors, j'ai trouvé ça cute comme. Il y avait des volontaires. Je peux lever ma main. Il y avait des volontaires. D'accord. Bon, alors, ceci complète le volet politique de l'émission. Et ça m'amène à vous parler d'une bonne nouvelle. Et ça, celle-ci, elle provient de la ville de Québec. On va y aménager des intersections exprès pour les personnes âgées dans 43 secteurs de la ville. Un tapis roulant? Non, mais presque. Ça consiste à du marquage au sol pour mieux signaler les passages piétonniers, des ajustements à la chaussée pour réduire la vitesse des véhicules. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une signalisation aussi qui va indiquer la présence d'aînés dans le quartier, un décompte visuel sur les feux pour les piétons et même un banc de repos sur le côté du trottoir. Alors, vous venez de traverser le boulevard péniblement, à petits pas. C'est correct de vouloir vous asseoir un moment. On a le droit de marcher lentement lorsqu'on traverse une rue. Il faut se dire ça, les personnes âgées, là. On n'est pas obligé de courir. On a le droit à la lenteur. Alors, pour ce projet, Québec s'est inspiré de la ville de New York, où les accidents mortels de piétons ont diminué de 25% avec ces endroits qui sont aménagés ainsi. Alors, c'est une initiative qui doit être encouragée. Bravo Québec. Souhaitons maintenant que ce soit implanté ailleurs dans nos villes. Bravo. Pour l'instant, vous êtes allé à l'épicerie et vous avez eu des surprises. Oui, c'est assez bizarre parce que ces grandes surfaces qui nous aiment tellement, qui nous font des spéciaux extraordinaires. Alors, je vous ai déjà parlé de la valse des étiquettes dans les magasins d'alimentation. Et maintenant, c'est le phénomène Trump qui nous affecte parce que on nous incite et nous voulons acheter local. Alors évidemment, les grands magasins nous soutiennent. Pour certains, comme la SAQ, c'est facile parce que enlever des bouteilles, les mettre dans un entrepôt, ça se conserve pour une éternité. C'est sûr que pour les grandes surfaces où il y a des produits délicats, des produits périssables, c'est plus compliqué. Ils doivent les vendre rapidement ou les donner tout simplement, ou simplement les jeter. Alors, les grandes surfaces qui sont fins finaux, ils ont détourné le problème. Ils savent, ils voient que les clients regardent les étiquettes, cherchent les produits qui ne sont pas des États-Unis. Alors, ils ont détourné la vigilance des clients. Dans un supermarché de Waterloo, j'ai trouvé des choux-fleurs et des brocolis réemballés dans des sacs qui portaient la mention « Produits des USA ou du Mexique ». Ou du Mexique. Ou du Mexique. Cherchez lequel. Cherchez lequel. Et alors, ces géants de l'alimentation ne savent pas d'où viennent leurs produits. C'est surprenant. Ils hésitent à savoir si ça vient des USA ou du Mexique. Alors, un supermarché qui vous indique ça veut délibérément vous tromper, c'est sûr. Alors, j'ai vu aussi dans un supermarché IGA, dans les cantons de l'Est, à Cookshire, des salades américaines noyées dans beaucoup d'autres produits avec un immense panneau au-dessus, et je vous le fais voir, qui dit « Produits du Québec ». Produits locaux. Et quand on regarde les salades de près, ben on voit qu'elles viennent des États-Unis. Et évidemment, notre attention est détournée par le fait qu'on nous a marqué que c'est un produit du Québec. C'en est pas. On a caché des salades américaines dans les produits du Québec. Alors, c'est encore une tromperie bien planifiée des supermarchés. Alors, les compagnies vous diront que ce sont des erreurs, qu'ils ont des problèmes d'employés, tatati, tatata. Ça, c'est complètement faux. Ce sont des erreurs faites sciemment et pour tromper le consommateur. Alors, messieurs Ricardo, Martin Matt ou Pierre Maxwin, parlez donc à vos commanditaires. Dites-leur donc que c'est important d'être honnête avec le client si vous voulez que le client reste. Et vous le savez, on doit respecter le client comme vous respectez vos spectateurs. Alors, produits du Québec, faites attention, des fois, on veut nous tromper. Vous le savez, au Québec, on aime bien rigoler.
Mais c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a de l'humour, hein. Ça remonte à très loin, depuis les Français. Alors, j'ai interrogé sur cette histoire particulière, l'histoire de l'humour, un historien de l'humour. Oui, ça existe. Et il est bon en plus, vous allez voir, il va nous expliquer rapidement, en quelques minutes, le panorama, comment ça a évolué chez nous. Alors, il s'agit de M. Robert Aird. On l'écoute. Je suis avec M. Robert Aird. On prononce Aird ou Aird? Le premier, Aird, à l'anglaise. Aird. Oui, vous savez qu'il y a une rue Aird à Montréal. Je sais, j'ai habité sur la rue Aird. Ah oui, monsieur, ah, c'est vous, d'accord. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Bon, écoutez, l'humour au Québec, là, c'est quoi? Un héritage des Français d'abord? Ben oui, forcément, parce que ça a commencé avec sous le régime français, mais là, on parlait plus d'un humour qui était comique populaire. Il n'y avait pas d'humoriste en tant que tel, hein. C'est des gens qui eux-mêmes organisaient la fête et faisaient la fête et participaient à la fête, hein, que ce soit des conteurs, que ce soit des musiciens qui animaient des longues soirées d'hiver. Ça a commencé avec ça, effectivement. Mais ensuite, il y a eu la conquête anglaise, comme on sait, puis évidemment l'influence américaine. Je pense que les Américains ont au final eu une influence plus grande que les Français à cause des troupes burlesques. Télévision. Télévision, au départ, c'est les troupes burlesques dès le tournant du siècle. Donc, tout début, fin du 19e, tout au début du 20e siècle, des troupes américaines burlesques qui venaient à Montréal. C'était du slapstick comédie, donc c'était en anglais, mais comme le comique était un peu à la Charlie Chaplin, hein, coup de pied au derrière, puis un jeu très physique. Disons que les Montréalais francophones dans la salle comprenaient les blagues, là. Mais après ça, les troupes burlesques américaines ont cessé de venir ici pendant la Première Guerre mondiale. Et là, il y a eu Arthur Pétry et Olivier Guimond, des Franco-Ontariens, qui ont fondé la première troupe canadienne. Et au début, ils jouaient en anglais. On parle des années 20, au début des années 20. Ils jouaient en anglais, mais ils se rendaient compte, avec l'exil rural très important, que des salles, finalement, montréalaises étaient composées essentiellement de francophones. Donc, ça avait changé. Et là, ils ont fait pression sur des propriétaires anglophones. La plupart étaient des Syriens ou des Libanais. Donc, ils faisaient pression pour pouvoir jouer en français. Au départ, il y a eu une espèce de compromis, c'est-à-dire qu'ils jouaient en français et en anglais, mais ils laissaient le punch était en français. Alors, et puis tranquillement. Ça se passait ça dans des cabarets, hein? Beaucoup dans des cabarets. Donc, là, ici, c'était dans des salles de théâtre. Dans des salles de théâtre. Okay. Dans des salles de théâtre, il y en avait plusieurs à Montréal, il y en avait beaucoup. Et c'était le théâtre burlesque roulait vraiment beaucoup, là, des années 20 jusqu'à dans les années 50, jusqu'à l'arrivée justement des cabarets et de la télévision. Le théâtre burlesque, c'était la scène principale duquel l'humour québécois se manifestait. Si on regarde la poune Rose Ouellette, Théâtre national de 1936 à 1952-53, c'était 7 jours sur 7, 2 représentations par jour, presque 365 jours par année. Je pense que c'est quelque chose comme 360, 362 jours par année, avec des fois des spectacles spéciaux à Pâques puis tout ça. Écoutez, on parle d'une salle de 500 places de la Théâtre national, donc c'est 1000 personnes par jour. Et donc c'est énorme. On parle. C'est énorme, je comprends. C'est des grands succès. Oui, ouais. Exact. Rose Ouellette, elle avait dit dans son autobiographie qu'au moins 3 millions de personnes l'avaient vu. Et je me suis amusé à faire le calcul. Et puis, je suis arrivé à peu près au même chiffre qu'elle. Donc, c'est 3 millions de gens qui ont vu Rose Ouellette, la poune, sur scène. C'était presque tout le Québec francophone, ça. Oui, c'est un peu comme La Petite Vie qui rassemblait plus de la moitié de la population québécoise. Et donc, la très grande majorité de la population francophone, on parle de 4,5 millions de téléspectateurs. C'est incroyable. Malheureusement, c'est une chose qu'on ne vivra pas, à l'exception du bye-bye qui arrive annuellement, une fois par année. Je pense pas que nous allons vivre ça, étant donné la situation maintenant. Fragmentation. La fragmentation des auditoires aussi. Exactement, la télévision traditionnelle qui s'en va sur le déclin. Aujourd'hui, l'humour, c'est une industrie. Il y a des barrières à l'entrée, c'est pas évident. Est-ce que c'est facile de faire de l'humour pour un artiste ou si c'est une carrière qui doit être planifiée avec un gérant et tout ce que vous voulez?
Au départ, ils n'ont pas les moyens d'avoir un gérant, ça c'est sûr. Le passage à l'École nationale de l'humour, effectivement, je dirais pas, c'est pas un passage obligé. Surtout maintenant avec l'avènement de TikTok, parfois ça peut arriver que quelqu'un se fasse connaître seulement en TikToker, puis tranquillement il va aller faire de la scène. Ça arrive, il y a des humoristes qui font de la scène et puis ils ont commencé avec TikTok. Alors ça vient changer un petit peu les choses, mais il reste que c'est sûr que de passer par l'école, ça ouvre des portes parce qu'on se fait des contacts, on se fait des connexions, on se fait une réputation. Mais il y a beaucoup d'humoristes quand même. Mais l'offre la demande est là, mais c'est sûr que ça peut être long avant qu'on. Tu sais, pour un humoriste, le succès ultime, ça reste le one-man show. Il a beaucoup animé un paquet de podcasts, être TikToker, avoir 30 000 followers, puis tout ça. Il reste qu'un humoriste, en tout cas la plupart, je pense que ce qu'ils veulent, c'est avoir leur one-man show. Je vais vous poser une dernière question assez brève. J'ai l'impression parfois que l'humour québécois, il y a beaucoup d'autodérision et ça ressemble souvent à de l'humour juif. Je me trompe? Non, je pense que non, effectivement. Je pense qu'il y a une comparaison à faire en ce qui a trait à l'autodérision. Ça a toujours été le cas au Québec, en fait. Il y a toujours beaucoup d'autodérision. Je pense que c'est le fait qu'on est un peuple qui lutte contre son assimilation. Et pour moi, l'humour au Québec a toujours joué un rôle. Il joue encore un rôle de cohésion sociale. Vous savez, on reste un grand village, puis dans lequel on trouve notre confort, notre sécurité. Mais comme dans tout lieu, il y a des contraintes, il y a des frustrations, il y a des désaccords, et on passe par l'humour pour mieux faire passer tout ça. Donc, ça joue un rôle de régulateur pacifique, je trouve. Et je pense que l'humour au Québec joue encore ce rôle-là. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi populaire aussi, qu'on a autant d'humoristes, que les salles sont toujours aussi pleines. On a besoin de ça, oui, de se taper sur la gueule. Eh bien, nous, on en rit. On va rire de nos défauts. Et d'ailleurs, si on compare à d'autres endroits, c'est beaucoup moins polarisé. Il y en a on nous fait ce reproche-là. Parfois, des Québécois eux-mêmes, des intellectuels vont faire le reproche qu'on n'est pas capable de débattre à part du Canadien de Montréal. Ils n'ont pas tout à fait tort. On n'aime pas la chicane. Ils n'ont pas tout à fait tort, mais en même temps, je me dis, c'est toute une qualité. Je regarde du coup dans le sud, puis je me la frontière, là, puis je me dis que je pense qu'on est tous bien de rire un peu de soi-même plutôt que de se taper sur la gueule. Excellent. Oui. Très intéressant, M. Herbst. Je vous remercie beaucoup et j'espère vous retrouver bientôt pour faire des petites capsules sur des humoristes qui ont marqué leur époque et qui nous ont fait rire. Eh bien, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci. En conclusion à cette émission, voici maintenant notre pensée positive de la semaine qui est choisie par Daniel. La dernière fois que j'ai fait une émission avec vous, c'était sur Antonine Maillet. Puis elle disait une phrase, pour fermer la parenthèse par rapport à ce sujet-là. Elle disait une phrase, puis j'ai essayé d'avoir son accent, l'accent de Madame Violet, c'est ça? Viola Légère. Viola Légère, exactement, qui interprétait le rôle de la Sagouine. Alors avec l'accent et un petit peu l'intonation, elle disait « Le bonheur, c'est pas d'avoir quelque chose, c'est de savoir qu'on va l'avoir. » Oh, vous sagouinez bien. Ah ben oui, mais j'ai suivi des cours de comédie, alors ça fonctionne, ça fonctionnait. Alors, c'était la bonne pensée de la semaine. Hein? Et voilà. Alors, merci beaucoup. À la semaine prochaine, tout le monde, n'est-ce pas? Merci Daniel, merci Dominique, merci à vous, cher public. Distribuez cet enregistrement que vous écoutez, mais surtout, profitez de la vie.